bonsoir. Merci beaucoup pour cette conférence. J'aimerais rebondir sur la dernière slide et cette conclusion que je trouve est liée d'une certaine façon à la sagesse dans l'esprit de la guerre et du pouvoir. Et je veux savoir si effectivement ce qui manque, c'est les armes de construction massive. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que donc, le savoir, on l'aura, ou on l'a, où il y a les gens qui ont les compétences, comme vous avez dit, c'est ces cerveaux qui mettent leur connaissance et leur génie au service de la création pour le mal, on va dire, pour la guerre. Qu'est-ce qui manque pour que ce soit mis au service de la construction massive? Alors, en général, on innove, mais c'est pas que les humains. On innove au maximum quand on est proche de la mort, quoi, quand on est menacé de mort. Et c'est pour ça que la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale ont été des lieux d'innovation importants, parce que quand vous risquez de mourir, là, les idées complètement débiles deviennent envisageables. Les idées ridicules deviennent envisageables. Si vous risquez de mourir, si le pays risque d'être anéanti, vous risquez d'être envahi, etc., les idées débiles deviennent envisageables. Donc, par exemple, Churchill qui se dit « on va faire un porte-avions en glace et en sciure de bois », bon, en temps de paix, aucun parlement vote le budget, on est d'accord. En temps de guerre, oui, alors on va crever, sinon, oui, pourquoi pas. Et d'ailleurs, il y a certaines opérations comme ça qui vont s'appeler Operation Unthinkable. Voilà. Opération, alors je crois que c'était le programme d'attaque de l'Union soviétique. Opération Unthinkable, c'était juste après la Deuxième Guerre mondiale, on enchaîne. Voilà. Et puis évidemment, ils l'ont appelé Unthinkable parce que c'était pas pensable. Mais les temps de guerre stimulent l'impensable. Et les rares génies qui arrivent à réfléchir à l'impensable en temps de paix, en admettant qu'ils existent, comme Jules Verne, comme Léonard de Vinci, ça, ils ne sont pas écoutés. Ou ils sont écoutés juste pour des romans. Jules Verne, voilà, il ne s'est pas emmerdé. Il n'a pas essayé d'être ingénieur, ou il n'a pas essayé d'être à l'Académie des sciences. Moi, je fais de la littérature. C'est tranquille. Bon, il avait raison en un sens, parce qu'il a survécu comme ça. Ses idées ont survécu comme ça. Et ont influencé très peu de temps après Tintin, le programme spatial. Donc, c'est ce que votre question, en fait, elle pose l'existence de ce que William James, c'est un des fondateurs de la psychologie moderne, c'est un immense psychologue américain, William James. Et William James, il a appelé ça l'équivalent moral de la guerre. L'équivalent moral de la guerre. Et l'équivalent moral de la guerre, c'est quoi? C'est comment innover comme en temps de guerre, mais en temps de paix. William James se dit, voilà, la guerre, ça peut créer des fraternités, ça peut forcer les gens à exceller, ça peut révéler des vertus incroyables, des Medal of Honor, etc. Regardez Ulysse Grant, immense général, bon, c'était un alcoolique en faillite en temps de paix. Et puis en temps de guerre, c'est un immense général qui va devenir président des États-Unis. Donc, William James pose cette question, y a-t-il un équivalent moral de la guerre? Et on n'a toujours pas la réponse. Et on le cherche encore. Donc, c'est une des grandes questions philosophiques et scientifiques de l'humanité. Existe-t-il et quel est l'équivalent moral de la guerre? Voilà. Si vous voulez chercher une bibliographie là-dessus, si vous voulez faire des études là-dessus, et c'est vierge comme domaine. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Ouais. Monsieur donc, avait posé une question, puis après... Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour ce compendium de culture. C'est rare de trouver autant de culture rassemblée en aussi peu de temps et d'espace. Mais je voulais aussi vous poser une question à propos justement de cette perte du savoir, ou plutôt de cette perte d'humanité et de savoir. On a plusieurs exemples de civilisations, de peuples ou même de villes qui ne reviennent jamais. L'Égypte antique est morte depuis bien longtemps. Byzance a pu repousser plusieurs fois des invasions de grande ampleur, notamment grâce au feu grégeois, l'invasion arabe et plusieurs invasions bulgares et turkmènes. La civilisation grecque existe encore, mais elle est moribonde. Est-ce qu'il y a donc des moyens, ou est-ce qu'il faut aussi comprendre qu'il y a des cycles et que certains cycles, y compris des civilisations, des technologies, doivent mourir? Ou est-ce qu'il y a quand même une lueur d'espoir? Alors, c'est une excellente question. Et on a des drames comme ça, parce que c'est vrai que chez les Incas aussi, vous savez, les Incas utilisaient des nœuds, des systèmes de nœuds pour écrire. Donc les Incas avaient des tapisseries où chaque nœud représentait l'équivalent d'une lettre. Et ces tapisseries, on ne sait pas les décrypter, et puis il y en a très peu qui ont survécu. Et chez les Incas, on avait des mathématiques de très haut niveau, mais l'essentiel de leurs connaissances sont perdues. Puis, pour moi, le suprême, c'est la première grande civilisation occidentale, c'est les Minoens, donc Crète et Santorin.
Et là, il nous reste quasiment rien. Et les Minoens, c'était complètement fou. Enfin, les femmes avaient du pouvoir politique. Les Minoens, c'est 2500 ans avant Jésus-Christ. Hein. C'est le temps des pyramides. Au temps des pyramides, il y avait une civilisation en Occident qui était en Crète, le palais de Knossos. Et le palais de Knossos, c'est pas 2500, mais c'est cette civilisation-là qui va donner le palais de Knossos. Les femmes portaient des bikinis, des traces comme ça, elles sont habillées en maillot de bain 2 pièces, et elles avaient un pouvoir politique. Et puis certains pensent même qu'ils avaient inventé la boussole. Ça commence alors, parce qu'on voit des temples qui sont orientés vers le nord magnétique. À une certaine époque, on voit des temples en Crète qui sont orientés vers le nord magnétique. Et vous savez, une boussole, après tout, il suffit de frotter une aiguille sur de l'ambre et de la faire flotter dans de l'eau. Bon, ça n'arrive pas par hasard, mais c'est pas dingue non plus de faire une boussole à la main. Et donc, en fait, oui, dans l'histoire de l'humanité, on a perdu des technologies, on en perd en permanence. Peut-être, voilà, les grands positivistes, là, mais qui étaient souvent arrogants, hein, je pense même à des gens comme Fukuyama, etc., quand ils parlaient de la fin de l'histoire, disent, oui, mais maintenant, avec Internet, avec les supports qu'on a, on est peut-être entré dans la dernière fois où l'humanité va perdre des savoirs. Voilà. Il y a des gens qui pensent ça. Et moi, personnellement, je suis beaucoup plus pessimiste que ça, j'avoue. Je pense qu'on n'est pas rentré dans ça. Parce que, bon, nos disques durs, vous avez un orage magnétique, vous avez une tempête solaire, c'est foutu. Hein. C'est pas de la pierre, c'est pas... Il y en a qui les planquent dans des bunkers et tout, mais en cas d'orage d'hiver nucléaire ou de tempête solaire, on perd des trucs. Donc je ne fais pas partie de ces gens-là qui pensent qu'on est rentré dans la phase où on ne perdra plus de technologie. Mais voilà, sachez qu'il y a des essayistes qui pensent ça, qui disent c'est peut-être la dernière fois dans l'humanité qu'on va perdre des technologies à jamais. Mais merci pour cette très bonne question. Monsieur avait posé d'abord une question. C'était vous. Okay. Merci. Si on peut porter le micro. Où ça ? Merci. Bonsoir et merci pour l'intervention. Alors moi, je viens du domaine informatique, donc je vais vous poser un peu la question liée à la data forcément. Je pense qu'aujourd'hui, on peut considérer l'utilisation de la donnée comme arme de destruction massive, dans le sens où on peut manipuler les avis, influencer les gens. À votre avis, sachant qu'on vit dans un monde où... il y a de la donnée de partout, on est super connecté, la technologie, etc. Comment on peut se protéger en tant que final user ? On ne peut pas évidemment boycotter YouTube, Gmail, Instagram. Donc, il y a quand même ce lien avec la société qui nous pousse à rester dans la technologie. Mais comment on pourrait peut-être se protéger ou éviter à ce que nos données soient utilisées contre nous ? Alors... De base, il y a certains réflexes à avoir, mais c'est vrai qu'on ne peut pas le faire totalement. J'ai embauché à une époque quelqu'un qui était un maniaque de ça, mais ça devenait impossible de bosser avec lui. Il voulait qu'on lui livre 5 clés USB différentes pour chaque truc, etc. Bon. Mais pour monsieur tout le monde, pour avoir une vie normale, installer un VPN et utiliser le navigateur Brave. Voilà. Bon. Ça, c'est les 2 conseils de base que j'ai à vous donner. Brave, c'est le meilleur navigateur au monde. Vraiment. Il n'y a pas de meilleur navigateur que Brave pour moi. Il est gratuit. Il est entièrement gratuit. Et il est très simple d'utilisation. Il fonctionne comme Chrome, comme Internet Explorer, comme Safari. Moi, j'utilise plusieurs navigateurs, mais Brave, c'est mon navigateur préféré. Je prépare ces présentations avec Brave parce que ça bloque les trackers, ça bloque bien les cookies, ça protège bien votre identité en ligne. Donc, comme base, Brave plus un VPN, c'est la moitié du travail. Après, le reste, si vous êtes dans un métier plus technique, évidemment, c'est plus compliqué. Mais bon, de base comme ça, pour tout le monde, Brave plus un VPN, vous avez déjà la moitié de votre protection en ligne. Monsieur là-bas, avec la cravate. Il y avait monsieur avant, je crois. Ah, ok. Et après, voilà, bon, vous avez le micro, allez-y, puis ensuite, ce sera... Ouais. Ok. Bonsoir. Merci pour toute cette conférence. Sur les armes de construction massive, nous savons que la volonté arbitraire ne marche pas. Les dépendants, drogue, tabac, alcool, en savent quelque chose. Par contre, la nécessité est un moteur extraordinaire. Lorsque la vraie crise n'est pas encore passée, elle arrive. Lorsque nous serons en nécessité
d'avoir à construire une paix et une nouvelle société, des nouvelles sociétés, pas qu'une. Là, à ce moment-là, nous pouvons dès maintenant commencer à préparer ce monde d'après, il me semble. Qu'en pensez-vous ? Je pense que vous avez tout à fait raison. Alors, même Marx, dans sa partie théorique, disait « la liberté, c'est la conscience de la nécessité ». Très, très débattu comme phrase, c'est des sujets de philo, ça, la liberté, la conscience de la nécessité, disserté. Mais en fait, la guerre physique, elle vous fait tout de suite comprendre la nécessité. Il y a un type en face, il va vous buter. Une crise, par exemple, vous savez, toutes les civilisations, on parlait tout à l'heure, donc des Mayas, des Égyptiens, il y en a qui ont disparu parce qu'elles ont détruit leur sol. Bon, voilà, l'île de Pâques, la civilisation Rapa Nui, vous savez, l'île de Pâques, il y avait des forêts. Aujourd'hui, on la connaît comme une île un peu comme Sainte-Hélène, avec du gazon, quoi. Mais en fait, l'île de Pâques, c'était une île boisée, densément boisée. Et puis, bon, l'érosion des sols a fait que la pratique de l'agriculture était plus possible. Les Mayas, c'est une civilisation de dingue aussi. Ils ont de 2000 ans d'histoire. Ils n'avaient pas de bêtes de trait, ils n'avaient pas de bœufs. Ils n'avaient pas de métallurgie avancée. Et pourtant, ils arrivaient à produire énormément de maïs. Ils arrivaient à produire des canalisations. Et puis, ils ont disparu à cause de la dégradation de leur sol. Ça, c'est les menaces silencieuses. Ça peut vous détruire autant qu'une guerre, voire plus. Famine, déplacement de population, guerre ensuite, parce que vous avez, par exemple, l'effondrement de l'âge de bronze en Méditerranée. On sait que c'est dû notamment à ça. Vous avez des mouvements migratoires massifs, qu'on appelle les peuples de la mer, qui vont détruire les empires, qui vont détruire leur commerce, qui vont les empêcher de faire du commerce de bronze, enfin de l'étain pour faire du bronze. Et sans bronze, pas d'agriculture à l'époque. Enfin, il y a plein de terrains que vous pouvez mettre en exploitation grâce au bronze, mais que vous ne pouvez pas cultiver avec des outils en pierre ou en cuivre. Donc quand on n'a plus de bronze, tout s'effondre. Et ces civilisations-là, elles étaient capables de réagir à une invasion, elles étaient capables de réagir à une armée, mais réagir à des menaces lentes, comme la dégradation des sols, voire même des menaces inévitables comme des changements, l'ère glaciaire, la petite ère glaciaire, ou bien des sécheresses. Ça, ils n'étaient pas capables. Et en réalité, nous non plus. Parce que notre horizon politique à 5 ans font qu'une menace lente, une menace longue, vous ne pouvez pas mobiliser les gens dessus. Et en plus, après, vous avez les éventuelles manipulations sur des menaces lentes. C'est-à-dire qu'en admettant que vous arriviez à mobiliser des gens, qu'est-ce qui vous empêche de mobiliser les gens à votre avantage sur une menace différente, sur une menace présumée longue, présumée lente, mais qui en fait va dans votre sens à vous. Et donc, ça va détruire la confiance aussi des gens quand vous leur dites qu'il y a une menace lente qui nous menace. Oui, mais vous n'êtes pas le premier politicien à nous parler d'une menace lente. Bon. Et à essayer d'obtenir un avantage politique des suites de cette menace lente. Alors pourquoi je te croirais toi ? Parce que moi j'ai raison, oui d'accord. Donc le risque d'une menace lente sur l'humanité, il est double, quoi. Il est que d'une part, psychologiquement, on n'est pas câblé pour réagir à ça. C'est aussi simple que ça, on n'est pas câblé il faut faire un effort. Et ensuite, ça nécessite un niveau de confiance et d'intégrité politique où aucun des lanceurs d'alerte ou aucun des politiciens n'utiliserait une menace lente à son avantage. Si vous avez ces deux conditions réunies, alors oui, l'humanité peut faire des rivières inversées, des armes de construction massives, etc. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Pour la nécessité, il faut la prise de conscience. D'où Marx, la conscience de la nécessité. Si tout le monde avait conscience, par exemple, de la proximité qu'on ait du dessalement de l'eau de mer à Bakou, que j'insiste, là, les 1700 milliards du F-35, vous avez plusieurs fois les rivières inversées là-dedans, plusieurs fois. Et les rivières inversées, ça changerait beaucoup plus le monde que le F-35. Désolé. Il est très utile, tout ça. Ok, mais on pouvait faire sans doute... le Rafale, il a coûté moins cher. Bon, il n'est pas aussi bon, mais ok. Mais il fait le job et on est dans une période en plus où on nous dit que les drones vont rendre ces avions-là de toute façon obsolètes. Bon, ça se discute. Mais voilà, cette nécessité, on aurait pu en prendre conscience en effet. Merci à vous. Alors, il y a monsieur tout au fond. Voilà. Oui, donc j'ai une question simple. On a parlé beaucoup des évolutions technologiques, des méga-projets. Est-ce qu'il ne manquerait pas aujourd'hui un méga-projet pour élever la conscience, élever les consciences des personnes, de resituer l'être humain sur qui il est vraiment, et là où ont peut-être échoué les religions au niveau de la spiritualité, et de se reconnecter aussi à l'énergie de l'amour et rechercher vraiment ce que c'est l'énergie de l'amour pour élever les consciences et changer vraiment les choses, parce qu'en réalité, on est en train de répéter l'histoire tout le temps. Alors là, vous avez Nous, en fait, en Europe,
des aventures comme Galilée ou autres nous ont mis dans une sorte de dichotomie où le progrès, c'est matérialiste, et tout ce qui est spirituel, immatériel, c'est soit c'est de la superstition, soit c'est du folklore. Et en général, cette dichotomie, elle est restée profondément ancrée dans l'identité européenne moderne, parce que à l'époque de Léonard de Vinci, c'était pas comme ça, mais Léonard de Vinci était hautement spirituel. Bon, Hildegarde de Bingen, qui est une des plus grandes inventeuses, je ne sais pas si on dit inventeuse, mais un des plus grands inventeurs femmes, en tout cas, de l'histoire, était aussi une mystique chrétienne. Et elle avait inventé de la cryptographie, etc. Mais bon, depuis cette naissance de la révolution industrielle au forceps, l'Europe a une dichotomie. Alors, vous avez quelques penseurs, parce que vous avez à chaque fois qu'il y a une culture, il y a une contre-culture. Donc, vous avez eu René Guénon, vous avez eu Steiner, vous avez eu, avec toutes les controverses que ça implique, vous avez eu Gurdjieff, Gurdjieff qui était arméno-russe, mais bon, Madame Blavatsky, ces trucs-là. Mais en Inde, par contre, cette dichotomie entre science et spiritualité, elle est quasiment inexistante. J'idéalise un peu, mais elle est quasiment inexistante. Et du coup, vous avez des scientifiques, des ingénieurs, des architectes, des urbanistes, qui ont aussi, en plus, vous savez, en Inde, vous avez vraiment la notion des Kali Yuga, les âges de l'humanité, avec une sorte d'évolution, comme chez Teilhard de Chardin, où l'humanité a un destin, elle doit aller dans une certaine direction spirituelle qui est inévitable, et le but des bons dirigeants sages, c'est d'y arriver, quoi. Et les Indiens, comme les Chinois, considèrent qu'ils ont une identité qui remonte à l'âge de bronze. Même si, contrairement à la Chine, comme tu l'as très bien dit d'ailleurs, dans une intervention qu'on avait faite ensemble sur Internet, en Chine, l'État chinois a quasiment une existence de 40 siècles, même s'il y a eu les Mongols entre-temps et tout, mais l'État chinois a une existence de 40 siècles. L'État indien, il date de Gandhi. Mais dans l'identité politique indienne, il y en a qui la font remonter à Harappa ou à Mohenjo-Daro. C'est des villes de l'âge de bronze, donc 2500. L'âge de bronze, c'est les pyramides. 2500 avant Jésus-Christ, et qui avaient des latrines, qui avaient l'eau courante, et puis certainement un niveau spirituel très avancé. Les grands yogis disent que l'origine du yoga date de cette zone-là. Donc les grands maîtres du yoga disent que ça donne. Et bon, en Inde, je pense, c'est là que je voulais en venir, cette question-là, où quand on évoque l'amour, la spiritualité, il faut être Pierre Teilhard de Chardin, il faut être un jésuite pour parler de ça. Et puis c'est tout de suite accueilli avec une certaine distance, parce qu'on se dit, bon, c'est pas sérieux, c'est pas de la politique, c'est pas de politique de l'amour, de quoi tu parles. Bon. En Inde, où il n'y a pas plus réel politique, il n'y a pas plus machiavélique que l'Inde. Regardez, Modi, etc. L'Inde, ils ont en face un Pakistan nucléaire, ils ont des conflits territoriaux avec la Chine, l'Afghanistan et le Pakistan. Ils sont des adeptes de la réelle politique. Mais en même temps, ça ne les empêche pas du tout d'avoir ces considérations-là en Conseil des ministres. Je veux dire, sortir l'amour en Conseil des ministres, c'est possible en Inde. Voilà. Donc j'idéalise pas la civilisation et la culture indienne, il y a des défauts, etc. Mais vous avez un pays d'1,3 milliard d'habitants où cette opposition entre spiritualité et science n'est pas complètement consommée. Voilà. Et peut-être que c'est de là que viendra le changement, du coup. C'est là que je voulais en venir. Alors, 2-3 questions et après on passe à la... Alors, dans l'ordre, je ne sais pas qui avait demandé en premier. Et il y avait une question de monsieur ici. Qui était en premier, du coup? Bonsoir. Ah, ok. J'avais une question. Ouais. Si on oppose, entre guillemets, les armes de construction massive et les armes de destruction, comment est-ce qu'on considère avoir la sagesse pour savoir que nos connaissances vont nous amener ou vers une destruction ou vers une construction? Par exemple, si on reprend le cycle de l'eau, est-ce qu'un barrage hydroélectrique, pendant un moment, on ne l'a pas considéré comme une arme de construction massive pour avoir de l'énergie, mais à l'inverse, ça peut être une arme de destruction massive pour les espèces halieutiques, de la même manière qu'une rivière qui fonctionnerait à reflux. Donc, c'est très lié aux dents, mais comment est-ce qu'on peut savoir que notre connaissance est suffisante pour que cette connaissance soit jugée comme construction ou destruction? Malheureusement, c'est jamais le cas. C'est-à-dire que l'humain, comme disait Asimov, je le rappelais, voilà, une civilisation qui produit beaucoup de connaissances et peu de sagesse est vouée à l'extinction. Donc, on pourrait essayer, parce que comme on est dans le règne de la quantité, on pourrait essayer de mener des indicateurs. Parce qu'en gros, l'idée d'Asimov, si on essaie de la rendre
pratique, il veut dire que c'est comme une poudre à canon, quoi. Il y a un mélange dans les civilisations et le mélange devient instable. Alors, il dit quand il y a un ratio, quoi, parce qu'en gros la sagesse ça stabilise, et quand on met beaucoup, la connaissance est volatile chez Asimov. Donc la connaissance c'est vraiment comme stocker du pétrole, ça fait des vapeurs et à un moment donné la moindre étincelle fout le feu. Et le truc qu'empêche les vapeurs de se propager c'est la sagesse. Donc pour Asimov, les civilisations sont des réservoirs de connaissances. Et elles évaporent des matières volatiles. Et ensuite, la moindre étincelle fait tout exploser, sauf si elles ont la sagesse qui va empêcher ce feu. Donc on pourrait essayer de mesurer ça. Dire, est-ce que, par exemple, on pourrait créer des indicateurs. Est-ce qu'on voit des ministres aller se déranger, voire des sages? Peut-être, ça pourrait être ça. Mais c'était une vraie mesure qui était utilisée par les maîtres soufis du temps des Mongols, ça. Donc, dire voilà, pour essayer de tester un prince, on regarde s'il est capable de s'abaisser à aller, c'est-à-dire protocolairement, d'aller s'humilier, entre guillemets, quoi. Vous savez, normalement, dans le protocole, vous vous déplacez quand vous êtes inférieur, quoi, hein. Vous savez, c'est comme l'ancien roi d'Angleterre, là, quand il était plus roi, quand il avait abdiqué, il disait ah oui, maintenant que je suis plus roi, c'est à moi de me déplacer. Bon, que l'archevêque de Canterbury l'avait convoqué. L'archevêque de Canterbury, il convoque pas un roi normalement, mais il est plus roi, donc maintenant il le convoque. Bon. Eh bien, dans quelle mesure on aurait des sages, ne serait-ce que dans quelle mesure les autorités sont conscientes des sages que leur nation a produits? Parce que toute nation produit des sages, même les pires. Hein. C'est-à-dire même la horde d'or, les Mongols qui faisaient des pyramides de crâne, il y avait des sages chez eux. Il y en avait. C'était la contrainte créait des sages, de toute façon. Donc les Romains avaient des sages. Les Romains, ils crucifiaient des gens tout le long de la voie Appia, ils butaient des gens dans les cirques. Il y avait des sages chez les Romains. Donc la conscience de où sont les sages de la nation en tant que richesse nationale, rien que ça, c'est un bon signe. Et voir des nations qui s'en foutent complètement, c'est mauvais signe. Par exemple, je pense que le Troisième Reich s'en foutait de ces sages. Donc voilà, je n'ai pas la solution clé en main, hein, mais voir dans quelle mesure une nation, une civilisation, une culture est consciente du fait qu'elle a produit des sages, est consciente du fait qu'elle doit les consulter, et est consciente de la façon dont elle doit les consulter, c'est à mon avis la solution à cette question. On comprend que 2 dernières questions, vous et vous. Voilà. Désolé. Bon, on peut se voir aux dédicaces après, de toute façon. Je vous en prie. Bonsoir. Déjà, merci pour ce partage de savoir. C'est très, très enrichissant. Et on manque de ça. Enfin, moi, je parle au niveau français, de la France en tout cas, et mondialement. Je ne sais pas si ça se passe comme ça, si vous avez des homologues qui font le même travail. Sinon, moi, je me posais la question par rapport au bateau de Gunther Pauli. Savoir, est-ce que les politiques et les militaires aujourd'hui s'intéressent à ce genre de projet, en sachant que comme là on voyait qu'il y avait le jouet à 1700 milliards, est-ce qu'à un moment donné ils vont s'arrêter ou ils vont être forcés de s'arrêter à mettre autant d'argent sur des projets comme ça, ils vont se casser la figure et revenir à quelque chose de plus naturel, on va dire, par rapport à des projets avec le soleil le vent, enfin tout ça. Est-ce qu'il y a une tendance qui fait qu'on revient à quelque chose de naturel et est-ce que ces projets-là, à un moment donné, vont se casser la figure de dépenser autant d'argent dans les bains de sang, etc. quoi. Alors, là aussi, c'est une très bonne question. Là, ça remonte vraiment à Eisenhower. Donc, Eisenhower, ancien général de la Deuxième Guerre mondiale, très modeste en plus. Eisenhower, c'était un type, il portait pas ses décorations, c'était un type vraiment humble. Et alors, ça l'a pas empêché de faire 2-3 conneries quand il était président, notamment le coup d'État contre Mossadegh, c'était lui. Enfin, c'est la CIA qui l'a convaincu, mais n'empêche que c'est lui qui a pris la décision. Mais Eisenhower, c'est lui qui, donc, dans son discours d'adieu, quand il est président, invente le terme complexe militaro-industriel. Et c'est lui qui dit, parce qu'il a vécu l'industrialisation américaine de l'âge du pétrole, pas de l'âge du charbon. Il a vu, en fait, pendant la Première Guerre mondiale, déplacer les troupes aux États-Unis. Il n'y avait pas encore les autoroutes, etc. Il a vu comme c'était long. Puis il a vu, entre-temps, les États-Unis s'industrialiser, devenir une superpuissance et être capable de réparer un porte-avions en 72 heures. Voilà, le Yorktown, avant la bataille de Midway, il y a un énorme trou. Les Japonais croient qu'ils l'ont coulé. Et en 72 heures, les Américains le remettent sur pied, puisqu'ils ont la machine industrielle la plus redoutable du monde, devant les Russes, qui pourtant avaient une machine industrielle incroyable. Et donc,
Eisenhower dit, voilà, on a un problème, on a une machine industrielle qui gagne énormément d'argent quand il y a la guerre. Et cette machine industrielle, elle contrôle des sénateurs, elle contrôle des députés, elle contrôle des ministres, elle contrôle des banquiers, elle contrôle des médias, elle contrôle plein de trucs. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Il n'a pas donné la solution, il a juste dit, je vous mets en garde, sachez que ce complexe militaro-industriel existe et qu'il va... Alors, c'est marrant ou triste, c'est-à-dire que quand il fait ce discours, peu de temps après, il y a la guerre au Vietnam, qui va rapporter énormément d'argent au complexe militaro-industriel, mais en faire perdre beaucoup à l'Américain moyen, et même en termes de prestige et en termes de place des États-Unis dans le monde. Donc, aujourd'hui, ces gens-là n'ont pas vu qu'ils pouvaient faire de l'argent avec la paix, en fait. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que les revenus, les bénéfices qu'ils retirent de la guerre, ils n'arrivent pas à voir qu'ils pourraient en faire encore plus avec la paix. En particulier, je dis, quand on adapte une technologie militaire dans le civil. Parce que, par exemple, Apple, ils sont plus riches que Boeing aujourd'hui. Et Apple, ils font du civil. Bon. Quand vous passez avec des technologies militaires, il y avait plein, même les écrans tactiles étaient des technologies qui avaient été développées notamment dans des circonstances militaires. Et le Wi-Fi, j'en parle même pas. Bon. Le Wi-Fi, le Frequency Hopping Spread Spectrum, ça a été inventé au départ par Hedy Lamarr, qui est une de mes idoles aussi, une actrice américaine, qui était supérieurement intelligente et qui avait inventé une technique de brouillage des torpilles allemandes. Bon. Et elle a inventé ça sur son temps libre, comme ça, avec un pote musicien, avec un clavier. Et elle a mis le brevet dans le domaine public pour que les gens puissent l'utiliser. Et personne ne la prenait au sérieux parce qu'elle était mannequin et actrice, donc disait voilà, elle ne peut pas faire. Hedy Lamarr, elle s'appelait. Donc bon, le jour où quelqu'un arrivera avec par exemple Gunther, il arrive avec des chiffres. Il dit regardez, voilà ce que vous pouvez faire comme profit. Il comptablement, voilà, c'est plus intéressant de faire ça que de faire. Mais pour l'instant, ces opérateurs ne sont pas convaincus. Voilà. Donc pour l'instant, on va continuer à claquer 1700 milliards dans des projets comme le F-35 et on ne va pas claquer 1700 milliards dans des projets civils. Ouais. Et dernière question, ouais. Donc, je te laisse choisir. Bon, alors désolé, ouais, le micro a déjà été passé, mais on peut se voir toujours un peu à la dédicace. Ouais. Bonsoir. Dans un premier temps, je souhaite remercier le président du Cercle Aristote, M. Pierre-Yves Rougeron. Pour vos fines analyses politiques et d'actualité, agrémentées d'un puits de connaissances qui nous enrichit de jour en jour. C'est pas moi l'invité ce soir. Merci à vous et à vos équipes pour l'organisation de cet événement. Venons-en au docteur Idrissa Berkane. Je vous remercie pour votre pédagogie brillante, votre connaissance astronomique et vos anecdotes que vous partagez avec altruisme. Je vous remercie également pour votre optimisme que vous propagez pour l'avenir de la France par le biais, par exemple, de Super France et l'avenir de notre planète grâce à l'économie de la connaissance. Merci pour vos prises de position et vos combats courageux sur l'actualité qui, de nos jours, est très souvent désastreuse. Enfin, je vous remercie infiniment tous les deux pour votre audace, pour vos interventions constructives, pour vos éclairages historiques, pour votre générosité, votre humanisme, votre humour, votre intelligence, votre ingéniosité. Mais c'est très gentil, merci. Bon, ça se voit que je l'ai payé ou pas, là. Pour votre persévérance et enfin votre sagesse. Merci beaucoup. Passons à la question. Passons à la question. J'en viens maintenant à ma question pour le professeur Idrissa Berkane. Afin d'agir grâce à l'économie de la connaissance, notamment l'économie bleue à notre échelle, en tant que personne, pouvez-vous faire une formation pratique au sujet de la culture des champignons sur marc de café sur votre formidable plateforme Scanderia, dont je suis un fervent client, avec par exemple... Et pour les fêtes, les bar mitzvahs, etc. Bon, bah, merci. Alors déjà pour ce coup de pub énorme. Alors on va en faire une là. On va faire des nouvelles formations avec Gunther. Pardon. Non, rajoute pas, camarade, c'est de la gourmandise. C'est de la gourmandise. Okay, allez, avec par exemple un champignoniste qui expliquerait tous les coûts, que ce soit infrastructure, la surface adéquate pour faire du profit, les différents substrats, les fournisseurs, les différents champignons à cultiver, les gains, les outils, le point de rentabilité.
les modes opératoires de préparation, de production, de logistique et de vente. Ok, bah, on va terminer là-dessus, juste sur cet aspect-là. Il faut savoir le contexte, en fait. Gunther, parmi ses travaux, c'est avec des chercheurs, notamment à Hong Kong, ont découvert que le marc de café est un très bon champi-compost. C'est con, mais en fait, quand on boit un café, on jette 99,8% de la biomasse. Donc, quand on boit un café, ce qui reste dans le percolateur, parce que oui, la masse d'un café, c'est l'eau. Hein. Les arômes, ils représentent 0,2%. Donc, on jette 99,8% de la biomasse. Une biomasse qui a voyagé, on a payé du pétrole pour l'amener, etc. Et on l'a cultivée. Et en fait, cette biomasse, c'est le meilleur champi-compost sur Terre. Vous voulez faire du shiitake, maïetake, ganoderma, pleurote. Pleurote, hein, c'est quoi? C'est 20 € le kilo sec. Hein. Shiitake, c'est 20 € le kilo sec. Les pleurotes? Ah, les pleurotes, c'est des champignons. Et shiitake, maïetake, ganoderma, c'est des champignons asiatiques, quoi. Parce que c'est des champignons qui sont plus dans la culture japonaise ou chinoise. Et donc, effectivement, ils ont mis en place des... Mais là, alors on l'a pas mis sur Scandinavia parce qu'il y a déjà une dame qui fait ça. Elle a des ateliers, elle peut même faire des camps d'entraînement. En fait, c'est assez simple. Hein. Prendre le marc de café, il faut le compresser. Parce que le champignon, il veut que ce soit un peu comme du bois, quoi. Faut que ce soit, parce que sinon, les bactéries risquent de détruire le mycélium. Donc le champignon progresse dans le substrat quand il est dense. Bon. Donc on peut ensemencer un sac. Vous avez sur Internet, vous voyez des images. C'est un sac plastique avec du marc de café dedans, quelques trous pour que les efflorescences du champignon puissent sortir, ce qu'on appelle les carpophores. Et ensuite, vous voyez le mycélium qui va manger le marc de café et le champignon qui va sortir. Et on peut le récolter. Et vous pouvez en produire toute l'année. D'ailleurs, à Paris, on faisait des champignons de Paris, pas avec le marc de café, mais on en faisait parce qu'on a creusé Paris pour la pierre, pour les cathédrales. Hein. Notamment, on a creusé Reims pour les cathédrales aussi. Ça a fait les crayères ensuite pour la Champagne. Et bien à Paris, ça a fait les champignons de Paris et les catacombes. Mais donc, on peut le faire. Ça existe déjà. Donc, en fait, il y a une amie de Gunther, je ne me rappelle plus de son nom là, comme ça, mais on vous mettra les liens sur Scandaria. Elle a tout. Elle fait les ateliers, elle fait les formations avec ce que vous avez dit. Le fichier Excel, c'est en anglais. Elle est basée en Serbie, je crois. Bon, faut vérifier, mais Gunther, il le met sur son site. Et elle met tout, le fichier Excel, la rentabilité, comment le faire. Et c'est vrai que si on prenait, je conclue là-dessus, si on prenait le marc de café de Paris, on pourrait produire toute la demande française en champignons sans problème. Mais on pourrait faire plein de trucs avec les déchets. Je ne vous parle même pas des cheveux, par exemple. Vous avez un entrepreneur, on a découvert ça à Super France, qui récupère les cheveux chez les coiffeurs. En fait, c'est les meilleurs dépolluants pour les hydrocarbures. Donc, quand vous avez des hydrocarbures dans les rivières, sur les sites industriels, ils faisaient des boudins. Ils les faisaient à la main au départ avec des bas. Ils remplissaient des bas de cheveux. Ça fait des boudins qui fixent les pétroles, les toluènes et les hydrocarbures. Si vous récupérez tous les cheveux d'une grande ville comme Paris, vous avez de quoi dépolluer la Seine. Pas de tout, mais au moins des hydrocarbures et des toluènes. Donc bon. Mais merci de cette question. Ouais, désolé, Là, on va passer à la partie échange et la partie signature. Donc, vous allez pouvoir harceler Idriss de vos questions, ne vous inquiétez pas. Et je tenais à vous remercier tous. Je tenais à remercier Idriss et toute son équipe. Vous pouvez retrouver son ouvrage ainsi que les productions de mon équipe à l'extérieur pour des moments d'échange et de convivialité. Je vous remercie tous. C'était un moment très sympa. J'espère qu'on se refera ça. Ceux qui veulent en savoir plus sur le Cercle Aristote peuvent venir auprès de mes équipes. Et encore merci à notre camarade Idriss Aberkane.